Vous avez été professeur de mathématiques. J'étais une mathématicienne, oui. Je suis à la retraite maintenant. Mais vous êtes beaucoup intéressé à l'art et à la matière artistique. Vous savez, dans ma famille, on était 6. J'ai un frère qui est un artiste et mon père, il a dit 2 personnes dans la famille artiste, c'est pas bon, du fait de mathématiques. Et j'ai obéi. Alors après, d'aucuns pourraient dire qu'il y a une forme d'art dans les mathématiques, mais c'est encore un autre débat. Mais l'art et la mathématique, maintenant, c'est extraordinaire. Avec l'art numérique, avec l'art génératif, se sont mêlés toutes seules avec Alors la justement, technologie. c'est la première question que je voulais vous poser, c'est finalement, au beau milieu de ces crises mondiales, quelle est la place de l'art aujourd'hui et en quoi l'art pourrait-il ou peut-il nous apporter des solutions, des remèdes à la situation actuelle? Puis après, vous nous parlerez de Mare Nostrum. Je veux vous dire que je suis venue en France la première fois en 1985 et j'ai eu la chance de connaître personnellement et de travailler avec Pierre Lafitte. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureuse vraiment d'être ici dans ces campus. Eh bien, Pierre, déjà à l'époque, il parlait des technologies, d'art et des sciences. Pour Sophie Antipolis. Ensuite, c'était le premier aussi qui parlait de la Méditerranée. Et il voulait déjà faire des contacts. Il a commencé des contacts avec les autres pays qui sont dans la Méditerranée. Donc, Mare Nostrum, c'est la Méditerranée. C'est les Romains qui appelaient Mare Nostrum. Et si on ne se préoccupe pas de la Méditerranée, on regarde Villefranche, Monaco, Rome, les autres plages autour. Si on ne se préoccupe pas de la Méditerranée et de l'océan, on rate, je pense, la possibilité de résoudre ce problème de la mer. Eh bien, avant de parler de Venise, Mare Nostrum, c'est un projet fédérateur en route qui veut mettre ensemble 3 choses, l'art, la science et la technologie. La première fois a été fait à Venise. Vous savez, Venise, c'est un environnement très fragile. Ils ont beaucoup de moyens et les centres de recherche qui s'appelle ISBAR, c'est un des recherches plus sophistiqués, un des centres de recherche les plus sophistiqués qui existent, je pense, dans le monde entier. Ils ont des chercheurs extraordinaires, ils ont des moyens. Et mon idée, c'était d'amener des artistes à parler avec ces chercheurs. D'abord pour mettre en valeur leurs recherches, et ensuite les artistes, ils savent imaginer le futur. Donc on a besoin de la science pour son rigueur, et je remercie les 2 personnes qui m'ont précédé parce qu'ils ont bien ciblé la thématique avec les rigueurs des scientifiques. Mais les artistes, ils arrivent à imaginer au-delà des données. Donc, ils arrivent à imaginer qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils peuvent créer des futurs avec leur imagination. Et les 2 choses ensemble se sont produites à Venise avec un concours d'œuvres d'art qui a été créé avec l'aide de 3 entreprises impliquées dans le recyclage. Elles sont là et sont des entreprises qui ont fourni des produits, des tissus, des éléments aux artistes pour créer leurs œuvres d'art. Donc l'œuvre là qui s'appelle Camilla Alberti, c'est la personne qui a gagné ce concours, mais les artistes se sont impliqués à créer quelque chose qui devait être esthétique. Il doit avoir une dimension raisonnable pour pouvoir la présenter. Et aussi, il devait passer le message de la pollution plastique et de l'impact sur toute l'humanité. Eh bien, j'ai eu la surprise de voir le nombre d'artistes qui se sont impliqués pour présenter un projet, artistes connus, moins connus, de toute nationalité. Donc, je trouve que disons, à la présentation de ces différents concepts, et au moment où le jury a donné le prix à l'artiste Camilla Alberti, qui a gagné ce premier concours, eh bien, le public, il a bien compris que les 3 thématiques, l'art, la science et la technologie, peuvent aller ensemble. Les entreprises étaient heureuses de présenter leurs solutions et pour donner leurs produits aux artistes. Une deuxième fois, j'irai vite parce que j'ai eu 10 minutes pour ma présentation, mais je serai à l'extérieur pour vous donner plus de conseils et d'autres.
La deuxième fois, Mare Nostrum a été présenté en 2022 à Sophie Antipolis, à Biot exactement, et toujours sur le thème de la pollution plastique. Étant donné qu'on était dans un environnement technologique, on a eu une conférence et une exposition d'œuvres d'art. Pour la première fois à Biot, on a eu des objets plastiques d'usage, des lunettes, des t-shirts qui ont été faits par de la plastique recyclée, filets de pêche pour la précision. Et on a eu pour la première fois des œuvres d'art digitales, c'est-à-dire des artistes qui ont imaginé les thématiques qui ont été présentées jusqu'à maintenant sur la pollution marine, et ils ont imaginé l'effet sur les corails. Ça, c'est Jérémy Gobet, c'est un artiste extraordinaire pour ce qu'il a fait. Et Sofia Crespo, qui a passé un an chez Meta, un artiste chez une compagnie américaine, et il a développé des œuvres d'art numériques extraordinaires. Sur les conférences, on a eu des scientifiques, on a eu des personnes experts, comme aujourd'hui, d'économie durable, et on a eu des technologies qui montraient la possibilité de surveiller un environnement et prendre des décisions avant que se dégrade complètement. Je voudrais parler seulement du premier, s'appelait Alberto Bodena, s'appelle encore. Il était, mais il n'est plus à Villefranche. Alberto Bodena, je pense qu'il est en poste aux États-Unis maintenant, mais il a fait une recherche sur la Méditerranée extrêmement intéressante. Et vous savez, la Méditerranée, je me réfère au discours et aux présentations sur le plastique précédentes. On a une île de plastique qui est énorme dans le Pacifique. Donc, on voit les dégâts qu'effectivement le plastique peut causer à toute l'humanité, à la Terre entière. Mais la Méditerranée semble bleue, mais elle est autant polluée en plastique que ces grands océans où il y a une île qui est grande comme l'Espagne et le Portugal ensemble. Le fait que la Méditerranée a des courants marins qui sont divers et ils changent de direction souvent, empêche tous ces débris plastiques qui s'accumulent, même avec tous les efforts. Ils sont dans les rivières et après ils finissent dans la mer. Il empêche que ce plastique puisse se réunir toujours dans le même endroit et on essaye de faire quelque chose pour dépolluer la mer. Donc le travail d'Alberto et de tous les scientifiques qui sont impliqués dans la Méditerranée, c'était de prendre la thématique d'un autre point de vue. On a dit on ne peut pas repérer le plastique en Méditerranée car il change de direction, il voyage avec les vents, il voyage avec les courants marins et ces courants marins, elles ne sont pas régulières. Donc on ne peut rien faire dans ce domaine. Et c'est là que la technologie, donc ils se sont associés à MIT, que la technologie aide. Ils ont essayé de simuler des courants marins et de simuler les endroits dans la Méditerranée dans lesquels on puisse retrouver la plupart des quantités de plastique au passage. Donc la simulation, c'est mathématique. L'intelligence artificielle a pris d'énormes quantités de données pour pouvoir aider les chercheurs à faire ces simulations. Mais maintenant, avec des radars ou des drones, on peut vérifier et modifier. On les appelle carrefours. On les appelle carrefours de plastique. Donc, ce sont des carrefours mobiles, parce qu'ils sont d'un côté, et ensuite les courants changent, ils vont ailleurs. Mais avec la simulation, on peut les prévenir à l'avance et arriver à résoudre un problème important dans la Méditerranée. Mare Nostrum a été présenté à Cannes à la suite, donc au World Icon Festival. C'était l'année passée. Donc vous pouvez avoir plus d'informations dans les stands de dehors. Mare Nostrum a été présenté sur 3 écrans à une manifestation, je dirais, mondiale, le World Icon Festival 2023, dans lequel on a
montrer sur 3 écrans ces 3 thématiques citées. On avait les artistes numériques qui présentaient les problèmes du plastique, on avait les scientifiques qui montraient leurs recherches, mais surtout, on a eu un exploit extraordinaire, c'était la retransmission en direct de la baie de Portofino, en Italie, dans laquelle on avait installé une caméra intelligente et qui s'activait quand l'environnement changeait de façon non normale, donc étrange, et il s'activait pour pouvoir mettre de la lumière et permettre aux chercheurs de voir qu'est-ce qui se passe. Vous savez, quand une caméra est dans la mer, d'abord elle se salit et ensuite elle finit la batterie dans quelques jours. Ce type de technologies engineering qui sont venues à Cannes, effectivement à des caméras particulières avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur et des bases de données sur l'environnement dans lequel il est mis, qui retransmet en direct quand ça s'allume d'abord, sinon on ne voit rien au-dessus de la mer, et ça s'allume quand il se passe des choses. Et il s'est allumé pendant que les personnes étaient à Cannes. Donc on a eu effectivement pour la première fois au monde ce type d'activité. Je passe à la prochaine. Et c'était à Villeneuve-Loubet. Et la 3e fois, ça, il faut mériter un moment, Mare Nostrum a été appelé à Genova pour l'arrivée de la fameuse Ocean Race. Ocean Race, c'est une course à voile en équipage qui fait le tour du monde. Et pour la première fois, nous avons présenté Mare Nostrum, mais pour la première fois, dans une compétition sportive, on a demandé aux bateaux de faire des relevés sur la mer, dans tous les endroits où ils sont passés avec leurs voiliers, pas seulement des relevés sur la santé de la mer, mais ils devaient aussi faire de présentation des innovations pour la durabilité des matériaux qui sont dans les compétitions sportives maritimes. Donc, pour la première fois, ça a été fait une déclaration officielle des droits de l'océan. Je passe sur la dernière fois, c'était à Nice, dans laquelle on a fait plein de choses, mais je pense que je vous raconterai ça à la pause. Merci. Bon. Alors, sachez en tout cas que Mare Nostrum a un stand dans le hall d'accueil et vous pouvez bien sûr aller leur rendre visite et poser toutes les questions que vous voulez. Pour la table ronde, donc, je vais demander à Patrick Fénichel de venir nous rejoindre et puis Sébastien Augy de Polustoc. Alors, Patrick Fénichel va se présenter, il est médecin endocrinologue. Et Sébastien représente la société Polustoc qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Alors peut-être Patrick, vous pouvez vous présenter rapidement. Très bien, bonjour. Moi je suis professeur de médecine de la reproduction plus près, à l'université Côte d'Azur. Plus près. Oui. Je suis gynécologue endocrinologue et j'ai exercé une triple fonction. J'ai eu une activité clinique où je me suis beaucoup occupé des femmes qui vont devenir enceintes et des femmes enceintes. J'ai eu une activité de recherche j'ai pendant 20 ans eu une unité de recherche INSERM qui a travaillé sur l'exposition des fœtus via la mer aux polluants chimiques perturbateurs endocriniens. Et j'ai eu une activité donc d'enseignant, professeur à l'université. Voilà. Et Sébastien, peut-être vous pouvez dire quelques mots sur qui vous êtes et qui est Polustoc, et puis on va entamer la table ronde ensuite. Sébastien Augy, donc je suis le cofondateur de la société Polustoc. Et donc la société, en fait, on développe des solutions qui permettent de limiter l'impact de l'activité humaine sur le milieu aquatique d'une manière générale. Et principalement, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de présenter tout ça, mais on stoppe les déchets via des filets ou des paniers qui arrivent du réseau d'eau pluviale. Voilà. Oui, alors pour information, il y a un prototype à petite échelle de ce que vous faites qui est présenté également dans le hall pour ceux qui ne l'auraient pas vu.
Alors, moi, j'ai une première question à l'ensemble de la table ronde. Voilà, le sujet de la pollution n'est pas nouveau. Et si j'ai bien compris, on a même commencé à polluer l'espace. On va peut-être pas tarder à le faire sur la Lune. Et pourtant, cela semble si simple de dire stop. Est-ce que Cro-Magnon ou Néandertal polluaient à cette époque ? Et est-ce que l'homme, en tant qu'espèce, est-il condamné à polluer quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il interfère avec un environnement ? Est-ce que finalement, avant d'être sapiens, on doit être forcément polluens ? Voilà. Qui répond à la question? Moi, je voulais dire que le plastique est extraordinaire. Il est transparent, léger. Il vous fait voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça semble magnifique utiliser le plastique, mais comme ça a été dit, pour un usage, pour nous servir 5 minutes, un mois, peut-être 3 mois, elle a une durée de vie de 400 ans. Alors, si on commence au moment où on a commencé à produire le plastique, au moment où il est fini dans les rivières, ceux qui ne sont pas arrêtés, effectivement, grâce à vos magnifiques filets, et ceux qui se décomposent, parce que le plastique, il devient microplastique, dans lequel le docteur a parlé effectivement de ce thème, je pense que ce sera impossible se débarrasser totalement du plastique, même s'il y a des lois et on essaye de faire des choses. Mais effectivement, les gérer avec la conscience de tout le monde, oui, il faut le faire. C'est obligé, parce que sinon, on n'aura pas de solution. Et c'est la raison pour laquelle le grand public doit être impliqué dans cette problématique de la pollution plastique dans la planète. Dans la planète. Je vais rebondir. En fait, pendant des années, en particulier après la guerre et dans les décennies qui ont suivi, on a trouvé extraordinaire le plastique. Je vous rappelle tous les progrès pour l'humanité qu'ont été les plastiques au niveau des transports, au niveau de l'électronique, au niveau de la médecine avec les dispositifs médicaux, etc. On a très longtemps trouvé ça extraordinaire. Et en fait, qu'est-ce que c'était le plastique ? En fait, c'est des chaînes polycarbonées, très très simples, auxquelles on ajoute des additifs. Et pourquoi on ajoute des additifs ? C'est très important de savoir, Hervé l'a évoqué. On ajoute des additifs pour les rendre plus légers, pour les rendre plus souples, pour les rendre plus résistants, pour les rendre moins chers, etc. Or, ces additifs sont des substances chimiques qui sont le plus souvent cancérigènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des perturbateurs endocriniens, mais pour être très très bref, c'est une substance chimique qui va mimer, bloquer ou perturber l'action d'une hormone. Et si ça perturbe l'action d'une hormone, ça va forcément avoir des conséquences sur la santé. Et pour rejoindre l'intervention précédente, toute cette introduction, c'est pour vous dire que le danger pour la santé humaine du plastique est extrêmement récent. Extrêmement récent. Quand en 2009, j'ai été auditionné par la commission santé-environnement de l'Assemblée nationale en France, et j'ai dit que le bisphénol A, qui est le principal additif du plastique, était dangereux pour le fœtus et pour l'homme, parce que ça provoquait des tas de maladies. Les industriels qui étaient présents ont haussé les épaules. Il y a même des scientifiques qui m'ont dit mais c'est à telle petite dose, parce que ce que je montrais de notre laboratoire de recherche sur l'effet du bisphénol sur le cancer du testicule, c'était à la dose de 1 nanogramme par millilitre. 1 nanogramme par millilitre, c'est-à-dire 1 billion de fois plus petit qu'un milligramme par millilitre. Et les gens ont dit « mais circuler, il n'y a rien à voir, c'est tellement faible ». On n'a jamais pensé que des produits comme ça, aussi faibles, à des concentrations aussi faibles, pouvaient avoir une action toxique chez l'homme. Et pourquoi elle l'avait ? Parce qu'elle jouait comme une hormone, c'est-à-dire par une action très spécifique. Je m'arrête là et je reprendrai la parole par la suite.
Moi, je voulais juste rajouter une chose aussi, c'est qu'on parle du plastique, qui est un problème majeur, effectivement. Mais nous, par mon expérience aussi, les déchets qu'on retrouve d'une manière assez folle, ce sont les lingettes également. Et il faut savoir que ces lingettes se retrouvent dans le milieu naturel pour différentes raisons que je pourrais expliquer après. Et en fait, je pense que pour répondre en partie à la question, en fait, tous ces polluants en fait, sont générés via l'activité humaine et nos habitudes. Et nos habitudes changent, évoluent. Et en fait, au fur et à mesure de notre évolution, on génère de nouveaux polluants. Et les lingettes, sur le principe, on n'en a pas réellement besoin. Ça a peut-être soi-disant amélioré nos habitudes, mais en fait, ça a généré une problématique grave. Ça fait partie, c'est presque plus important, nous, ce qu'on récupère dans nos filets, c'est presque une part plus importante que le plastique. Donc c'est un point que je voulais apporter, puisque c'est important. Merci. Et ce que fait Polystock est très bien. Je suis un fan de ce que vous faites. Ça a montré aussi qu'il y a des défauts de raccordement dans les réseaux et qu'il y a des eaux usées, des eaux d'habitation qui sont raccordées sur des réseaux d'eau pluviale. Hein, parce que quelque part, donc c'est ce que vous avez j'avais entendu l'autre cofondateur en parler. Et vous avez des fois trouvé des choses qui n'auraient jamais dû se retrouver dans des déchets d'eau pluviale. Donc... Mais c'est lingettes, donc pour prendre cet exemple-là, qu'on retrouve dans le... En fait, on ne le retrouve pas réellement, on ne le retrouve pas dans le réseau d'eau pluviale. Alors, on le retrouve effectivement s'il y a des branchements pirates, qu'on appelle, hein, qui n'ont pas rien à faire là. Mais en fait, ils arrivent, ils empruntent le réseau d'eau usée, mais ce réseau d'eau usée, pour certains cas de figure, se rejette dans le milieu naturel. Si après, j'ai une diapositive, je vous expliquerai de manière plus... plus approfondie. C'est la même chose avec les masques oui. depuis 2019-2020. Et les mégots et tous ces... Mais c'est plus ancien, c'est pour ça. Mais ils durent moins longtemps, peut-être. Ouais. Mais effectivement, les lingettes, il y a une partie de plastique. Oui, brièvement, les mégots, c'est du plastique, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Alors moi j'ai une deuxième question aussi qui va peut-être qui est sur la même thématique. À quelle échelle devrait-on se situer pour enrayer la pollution et finalement nettoyer tout ce qu'on a souillé ? Est-ce qu'il faudrait envisager comme l'OMS ou l'OMC ce que j'aurais appelé moi une OMP, une organisation mondiale de la propreté ? Oui, oui. Je commence toujours. Moi, je voudrais vous lire une phrase. Une seule, hein, je promets. Eh oui, il faut que je la retrouve. Mais une seule. Retrouver. Et je m'enlève les lunettes parce que je vois mieux. Alors, la pollution des océans vous préoccupe ? Eh bien, les dernières nouvelles sont rassurantes. Il y a Sam Alton qui parle de modérer les attentes des utilisateurs. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent sur la pollution plastique. Et si vous tapez avec ChatGPT sur Internet, ça vous sort un article tout à fait bien fait en disant quelle est la pollution plastique dans le monde, qui sont les principaux pollueurs en plastique, comment il faudrait gérer les lois pour éviter que la quantité de production de pollution plastique que vous avez évoquée, ça augmente chaque année. Et qu'est-ce qu'il faudrait que les gouvernements fassent? Donc il y a la liste des principaux pollueurs dans le monde, il y a la liste des types de plastiques qui sont les plus
dangereuses. Par exemple, les fameuses verres dans lesquels on boit les cafés, il y a du plastique dedans et du carton à l'extérieur. L'effet que le plastique, ce n'est pas la même composition de partout, ça empêche aussi le recyclage parce que vous ne pouvez pas recycler des composants qui viennent d'endroits différents. Déjà obligé, tous les gens qui font des emballages en plastique, à le faire de la même façon et avec la même, comment je pourrais dire, formule chimique, ça ferait en sorte que le plastique, on le récupère, comme vous suggérez bien avec la méthode, et ensuite on pourrait par la suite le recycler. On peut faire des t-shirts. Moi, à la maison, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, j'aurais dû faire. J'ai un t-shirt qui a été fait avec du plastique recyclé. Donc, on peut faire des lunettes, on peut faire plein de choses. Les artistes ont fait des tissus à Venise avec du plastique recyclé. Le problème, c'est que les formules sont différentes. On sait ce qu'on doit faire et on ne le fait pas. Je vais me permettre d'amener une petite réserve et être moins optimiste par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, moins de 10%, ça a été dit, de plastique dans le monde sont recyclés. Et parmi ces 10% recyclés, ils le sont souvent par une méthode qui va libérer dans l'atmosphère les produits chimiques délétères que j'ai évoqués. Donc déjà, c'est dangereux. Deuxièmement, ces produits recyclés peuvent être très dangereux. En particulier, il vient d'être montré que les jouets en plastique que les enfants prennent dans la bouche contiennent des dérivés phosphorés et des dérivés fluorés qui sont des perturbateurs endocriniens, cancérigènes et extrêmement dangereux. Donc je vous recommande d'ailleurs, il faut sortir d'ici avec des petites... ne donnez pas à vos enfants, à vos petits-enfants, des jouets en plastique qui risquent de mettre dans la bouche, même si c'est marqué recyclé, parce que c'est particulièrement dangereux quand ils sont recyclés malheureusement. Voilà. Oui, effectivement, hein, le meilleur plastique qu'on recycle, c'est celui qu'on ne produit pas. Hein. Le recyclage a été souvent mis en avant par les entreprises comme la solution au plastique. Hein, et quelque part, ça fait porter la faute sur l'utilisateur. Pas du tout. Hein. Le recyclage, ça fonctionne peu, très partiellement, hein, comme vous le disiez. Les jouets, effectivement, hein, les enfants sont très exposés. Ils sont au niveau du sol où il y a toutes les particules... les microparticules de plastique qui viennent de nos vêtements, hein, parce que faire des t-shirts recyclés, n'en faisons pas, hein, c'est plus simple. Voilà, hein. Donc tous les vêtements sont composés de fibres plastiques, donc on relargue dans les machines à laver au quotidien des fibres plastiques, donc les enfants sont hyper exposés, et en plus, de par leur organisme en développement, ils sont encore plus exposés aux perturbations endocriniennes que Patrick citait, quoi. Donc, voilà. Donc le recyclage, bon... Et il faut savoir aussi que le plastique, donc tous les plastiques ne se recyclent pas, bien évidemment, et même le plastique qui, en théorie, se recycle, s'il est souillé, s'il est, je sais pas, sali, s'il y a de la terre, de la boue, il faut qu'il soit lavé pour être recyclé. Et même s'il est lavé, il faut le laver vraiment très très bien pour qu'il le soit. Donc c'est pas toujours évident. Alors après, peut-être que dans le futur, des techniques pourront permettre de le faire, mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils arrivent bien peut-être à recycler, c'est les plastiques qui sont dans nos bacs jaunes, puisqu'ils sont, on va dire, à peu près en bon état. Mais dès lors qu'ils sont passés dans le milieu naturel, c'est plus dur. Juste pour dire une chose qui a été soulignée par Hervé, mais c'est passé très rapidement et peut-être inaperçu. 40% des plastiques produits à travers le monde sont des plastiques à usage unique. Donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir diminuer la production de pas loin de 40%. Je vous signale que les plastiques des produits d'emballage, des McDo, etc., des barquettes que vous prenez dans les prises uniques, sont extrêmement chargés de produits toxiques, sont en plastique et sont extrêmement chargés de produits toxiques. Pourquoi le McDo ?
parce que pour éviter que la graisse s'étale, on a mis des perfluorés, ce qu'on appelle le toxique éternel, hein, dont vous voyez parler dans les journaux ces derniers jours, puisque 50% des nappes phréatiques en France sont contaminées par des dérivés perfluorés. Donc effectivement, si on pouvait diminuer, voire interdire les plastiques à usage unique, on réduirait déjà de 40%. Oui, c'est d'ailleurs le cas, il y a certains États qui ont interdit les plastiques à usage unique. Hein. C'est le cas à Monaco, avec une mise en place progressive d'interdiction de certains plastiques à usage unique et d'accompagnement des entreprises, hein, parce qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain aux entreprises de commerce de bouche de détail de plus fournir des plastiques à usage unique. Donc il y a des mises en place progressives de cette réglementation. Ça a commencé tout bêtement par les sacs en plastique et maintenant c'est tout ce qui est ustensiles de cuisine et emballage à usage unique dans l'alimentation qui sont interdits progressivement. Voilà. Donc on peut s'en passer. Un niveau de contamination des plastiques dans l'environnement, en fait, ils servent aussi de transporteurs d'autres types de contaminants. Donc, on a le plastique, on a les additifs et on a ensuite tous ces composés qui viennent s'absorber sur ces plastiques, qui ensuite sont consommés par des produits de la mer et que nous consommons ensuite par la suite. Donc, c'est vraiment c'est un cercle qui n'en finit pas. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le transport des toxines et le transport d'autres types de contaminants qui adorent les plastiques et qui sont déplacés aussi donc, géographiquement et dans la chaîne trophique. En 1978 est passé complètement inaperçu à une publication d'un laboratoire de toxicologie de Marseille. Il avait analysé les graisses et les tissus d'un dauphin échoué sur les côtes varoises, ici, très près d'ici. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Exactement ce que vous dites. On a trouvé des produits organiques persistants adsorbés, effectivement, c'est-à-dire le dérivé du DDT, le DDE. On a trouvé des PCB, c'est les bisphénols polychlorés, qui sont extrêmement toxiques puisqu'ils ont été interdits, mais on les a retrouvés. Et on a retrouvé du mercure. Il a été largement parlé. On a retrouvé du cadmium. On sait que c'est très perturbant. Et c'est passé totalement inaperçu. Si on analysait aujourd'hui, en 2024, on trouvait un troisième type de produit extrêmement important, qu'on n'a pas encore évoqué, ou à peine ici, c'est les microparticules de plastique ou les nanoparticules de plastique. Le plastique, qui est très persistant, va être fragmenté physiquement en petites billes, en petits morceaux, en microplastique, puis en nanoplastique. Et ce qu'on sait seulement depuis 5 ans. Il n'y a pas beaucoup de publications encore à ce sujet. Et écoutez bien, parce que je pense que ça va beaucoup se développer, les travaux scientifiques et médicaux dans les 10 prochaines années. On retrouve ces nanoparticules de plastique dans tous les tissus des poissons, dans le cerveau, dans le foie, dans les muscles, dans l'intestin, et viennent de sortir les premières publications chez l'homme où on retrouve ces nanoparticules de plastique dans l'intestin. Et aujourd'hui, on a inventé un nom pour probablement les conséquences de ces nanoplastiques dans le monde du vivant, en particulier chez l'homme, c'est la plasticose. Ces nanoparticules favorisent probablement l'inflammation de bas grade, favorisent le diabète, favorisent le cancer, favorisent les maladies inflammatoires intestinales, favorisent la maladie d'Alzheimer, toutes les maladies où il y a une inflammation chronique de bas grade. Les travaux commencent tout juste à sortir là-dessus et il est clair que cette dégradation en micro et nanoplastique a probablement pour la santé humaine des conséquences encore inexplorées. Je vais vous ajouter la dernière slide, ce que je n'ai pas passé, c'était Mare Nostrum à Nice pour le 30 septembre 2023, dans lequel elle a participé une chercheuse extraordinaire, Maria Luisa Pedrotti, qui dirige le laboratoire de Villefranche, mais elle est chercheuse à Paris, vous la connaissez, elle est extraordinaire, elle a fait son speech
que sur les nanoplastiques, sur les microplastiques qui sont en Méditerranée. Elle a participé par exemple aussi à l'expédition Tara pour découvrir le plastique dans l'océan Pacifique. Mais les dangers de ces microplastiques, des microbes qui s'installent et ils sont bien dans ces microplastiques protégés dans la mer. Elle a fait un speech de 40 minutes, donc chez l'Institut Europia le 30 septembre. C'était extraordinaire, cette chercheuse. Et le thème, c'était effectivement celui que vous évoquez. Donc, on peut parler aussi de ça à la sortie de cette table ronde. Ouais. Et je voudrais rajouter aussi dans cette problématique plastique et autres contaminants, c'est qu'en fait, d'un point de vue sanitaire, d'évaluer le risque, c'est très difficile parce qu'on ne sait même pas les compositions de ces produits, que ce soit des produits chimiques, plastiques ou autres, en fait, sont gardées secrètes et donc on ne peut même pas analyser en laboratoire pour savoir quels sont les risques associés. Donc on découvre petit à petit des pathologies, mais on ne peut pas ensuite revenir sur les molécules et savoir ce qui pourrait être autorisé ou interdit parce qu'on ne sait même pas finalement ce qui les compose, vu que c'est propriétaire comme données. Oui, tout à fait. Il y a près de plus de 10 000 additifs différents dans les produits plastiques, dont effectivement la plupart, on ignore la composition exacte. Et ils n'ont évidemment pas subi de tests préalables avant la mise sur le marché, au contraire des médicaments. Donc un des objectifs du traité, c'est et la commission Minderoo Monaco appuie sur ce fait, c'est de mieux réguler les additifs, ces additifs. Et effectivement, si on superpose la courbe d'augmentation des maladies chroniques, obésité, cancer et les troubles de l'attention et du neurodéveloppement, les troubles du spectre autistique, elles sont parallèles aux courbes d'augmentation de production des produits chimiques et des matières plastiques. Donc le lien de causalité n'est pas établi clairement encore, mais il y a de quoi s'interroger et s'alarmer. Bon, mais il semblerait que le sujet plastique soit une boîte de Pandore. En tout cas, c'est très intéressant. Malheureusement, le temps nous est compté. Et je voulais juste remercier Patrick parce qu'il m'a conforté dans l'idée que certaines chaînes de restauration rapide, on pourrait appeler ça des chaînes de néfast food. Voilà. Et je vous invite à la pause café. On prend... Non ? Ah oui. Ah, je vous invite pas... Non, j'ai cru vous inviter à la pause café. Ah, on attend Florent Favier, qui est où ? Il est là. C'est très intéressant, vous pouvez mettre en place, si vous voulez, puisque... Après. Ouais. Mais je vous en prie. En plus, vous êtes... est-ce que je peux avoir votre micro, ça doit intervenir quand même. Oui. Bonjour. Florent, t'es pas prévu au départ. Non, je me suis greffé, merci de... Mais complètement. Alors, pour tout vous dire et pour vous amuser un peu, enfin, pour vous amuser, non pas vraiment, parce que je voulais qu'on ait un intervenant de Jakarta. Et non. Et je trouvais que Jakarta, c'est quand même terrible ce qui s'y passe, et je trouvais que c'était assez emblématique. On avait un correspondant, on avait quelqu'un qui devait être en visio de Jakarta pour nous expliquer justement tous les problèmes avec l'eau et ce qu'il faisait là-bas. Il avait un problème de santé. Il a été hospitalisé hier ou avant-hier. Et juste à ce moment-là, vous m'appelez. Et j'ai trouvé que c'était très très bien que vous occupiez ce créneau, parce que vous apportez des solutions. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, des solutions, les lingettes par exemple, ça vous a parlé. Alors, je vous laisse expliquer. Oui, voilà, bonjour à toutes et à tous. Là, j'interviens en qualité de... je suis contributeur d'une association qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Qui a déjà entendu parler de la Convention des entreprises pour le climat ? Il y en a quand même quelques-uns qui suivent, c'est bien. C'est une association qui s'est créée il y a 3 ans et qui s'est mis en tête de créer des parcours de transformation pour les dirigeants d'entreprise afin qu'ils soient... informés, un petit peu sous le mode de la Convention citoyenne pour le climat, en fait, qu'ils soient informés en une douzaine de jours des limites planétaires principalement et comment ils peuvent faire dans leur business pour transformer leur modèle économique afin de prendre en compte ces limites planétaires.
La convention s'est créée donc en 2020. La première a eu lieu entre 2021 et 2022. 150 entreprises de toute la France ont pu faire ce parcours, ce tout premier parcours de 12 jours. Et les résultats ont été étonnants. Et en effet, le petit clin d'œil aux lingettes, c'est que la directrice générale des laboratoires Expanscience, ça vous parle peut-être pas ce nom. En revanche, Mustela. Ça va vous plaire. Mustela, ça vous parle? Pour ceux qui ont eu des enfants, c'est les crèmes pour bébé, le liniment, etc. Et la directrice générale, Sophie Robert-Velu, a dit « Mais en fait, je ne peux pas continuer, sachant ce que j'ai appris pendant cette convention, je ne peux pas continuer à prétendre vouloir le bien-être des nouveau-nés et continuer à créer des lingettes qui sont imputrescibles, qui se retrouvent dans le milieu naturel et dont on ne peut quasiment pas se départir, qui sont du plastique en fait, hein, c'est issu du pétrole. » Et donc elle a dit, ben voilà, je vais arrêter les lingettes en 2027. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il lui a fallu quand même, elle a prévu ça à 4 ans. 4 ans, c'est court pour une entreprise. C'est quand même une chaîne de création, c'est des chaînes de logistique, c'est des chaînes de commercialisation, etc. Et les lingettes, pour Mustela, c'est 20% du chiffre d'affaires. Alors, quand on parle de Mustela, c'est vrai qu'on comprend assez facilement de cette expérience une directrice générale qui dit « je vais couper 20% du chiffre d'affaires de ma boîte parce que ça ne rentre pas dans les limites planétaires, parce que ça ne convient pas aux valeurs qu'on veut porter ». Je pense que c'est assez éclairant sur le pouvoir de transformation de cette association. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle. Mais d'autres vont occuper le créneau, forcément, parce que la loi du marché est ainsi. Mais oui, mais après, dans l'idée, il faudrait qu'il y ait peut-être un coup de pouce politique qui permette justement de faire une transition vers du non-jetable, hein, d'une manière générale. Bon, voilà, les lingettes, effectivement, c'est un début. C'est un bon début. C'est des premiers signes qui sont déjà encourageant, oui. Et c'est vrai que la force de cette association, c'est de s'adresser aux dirigeants en prenant pour partie que le dirigeant est un être humain comme les autres, un homme ou une femme qui a des enfants, qui a des gens et des lieux auxquels ils tiennent. Et on s'adresse à eux en leur disant, bah, en fait, certes, vous êtes des dirigeants. Quand on parle de dirigeants d'entreprise, on pense souvent efficacité, décision, rentabilité, performance. Et en fait, ils ont aussi des tripes, un cœur, un corps, et on a cette logique tête, cœur, corps, c'est-à-dire qu'on s'adresse à leur cerveau, bien sûr, on fait venir des experts qui viennent leur dire où on en est au niveau du climat, de la biodiversité, des pollutions, etc. Mais aussi on les fait agir et réagir sur la base des émotions. Et ça fonctionne extrêmement bien, et du coup, voilà, on en arrive à ce genre de décision. Et il y en a plein d'autres comme ça, parce que depuis ce premier parcours, qui était national, ils sont tous rentrés en disant bah, c'était génial, mais en même temps, moi je travaille dans un écosystème. Comment je fais pour embarquer mes parties prenantes, mes prestataires, mes clients, etc. En fait, c'est des solutions que vous proposez là. Vraiment, alors, on propose d'intervenir auprès de dirigeants pour qu'eux trouvent les solutions. On ne fait pas de conseils. Déjà, on ne les juge pas. Ils viennent avec leur niveau de maturité. Des fois, il est égal à 0. Donc ils sont dans le business as usual, l'économie extractive, et des fois ils arrivent en ayant déjà une première conscience. Et Sophie Robert-Velu est arrivée en disant bah, c'est super ce truc, mais bon, je ne veux pas apprendre grand chose, je suis Bicorp, j'ai une RSE puis moi j'aime bien, je trie mes déchets à la maison, j'aime bien la nature, etc. Et en fait, à la première session qu'on appelle la session des constats, eux-mêmes disent c'est la session des claques. Ils apprennent tellement de choses en peu de temps sur l'état de la planète, sur l'urgence, qui repartent, on en a vu pleurer, on en a vu avec la boule au ventre, qui rentraient chez eux complètement, on va dire dévastés, c'est peut-être un peu fort, mais remise en question vraiment, vraiment profonde. Et les sessions d'après, c'est une méthodologie qui les incite à voir quelles sont les alternatives. On s'appuie beaucoup, par exemple, sur l'école Lumia, Christophe Samples, qui est à Mougins, qui fait beaucoup d'économie régénérative, qui fait de la recherche-action sur l'économie régénérative, qui est un concept un peu abstrait, qui est de dire en fait comment la RSE c'est quoi, c'est comment on fait un peu moins bien ce qu'on fait déjà très mal. Et en fait, Christophe Samples a cette image de dire en fait quand on a une baignoire qui déborde parce que le robinet est ouvert à fond, c'est pas de fermer un petit peu le robinet comme le propose la RSE qui empêche la baignoire de déborder. Comment on fait pour non pas arrêter de faire un peu moins mal à l'environnement, comment on fait pour lui rendre un peu plus, pour le régénérer? Alors c'est 12 jours, c'est ça pour les entreprises, c'est déjà un engagement, en plus elles payent pour venir, et après elles changent leur façon de faire. Ça c'est magique quand même.
Aujourd'hui, on est à plus de 1000 entreprises qui ont vécu ou qui sont en train de vivre un parcours, puisque les parcours c'est 12 jours sur 10 mois. Donc c'est un peu long, mais il faut ce temps d'infusion, de digestion de tous ces sujets-là. On les équipe en faisant venir des experts sur l'économie de la fonctionnalité, sur l'économie circulaire, sur le biomimétisme. Et donc, ils repartent avec des outils dans leur entreprise et le temps de se les accaparer, voilà, ça prend à peu près 10 mois. Et les solutions, c'est eux qui les trouvent. Et donc, dès cette première CEC, dès ce premier parcours, ils sont rentrés en se disant comment on va faire, ils se sont dit on va démultiplier. On va refaire des CEC, mais peut-être en plus petite, en local, des CEC territoriales. Donc, il y en a aujourd'hui 17 en tout qui ont eu lieu en France. Provence-Méditerranée, Ouest, Massif central, Bourgogne-Franche-Comté. Et puis on a fait des thématiques aussi sur le monde du consulting, sur le monde de la finance. Aujourd'hui, il y a l'industrie qui s'est lancée, les nouveaux imaginaires. Et voilà. Et donc on est au stade où je suis copilote d'un parcours qui va concerner l'océan et qui donc va s'adresser aux entreprises qui ont un impact sur l'océan, principalement, mais pas uniquement. On estime qu'aujourd'hui, l'océan, c'est un enjeu vraiment primordial dans cette lutte contre la dégradation des ressources, contre la lutte contre le climat, le changement climatique, etc. Et on s'est dit, et en fait, pour être très sincère, c'est une idée qui a germé dans l'imaginaire de Guillaume Thierriot. Alors peut-être certains connaissent Guillaume Thierriot, c'est le chargé de mission du secrétaire d'État à la mer. Oui, c'est ça, le gouvernement vous suit dans cette... Qui veut faire l'année de la mer l'année prochaine et qui va gérer l'UNOC à Nice l'année prochaine. Et il s'est dit, il avait rencontré des dirigeants qui ont fait un parcours et il s'est dit, vu la transformation que ça provoque, il faut faire quelque chose sur la mer. Et donc on s'est saisi de cette opportunité et on va l'officialiser le 18 juin. Il est pour l'instant, c'est encore un peu souterrain puisqu'il y a des étapes de validation interne pour s'assurer qu'il y a bien toutes les conditions pour lancer un parcours. Qui aura une difficulté, c'est qu'il sera national. On est sur, il sera que métropolitain. On ne va pas parler de dom-tom, même si c'est très important au niveau marin pour la France. Mais on va quand même essayer d'avoir une interface de l'ensemble des façades maritimes. Donc on va être nationaux et on va à la fois adresser des entreprises du secteur et de la filière maritime et économie bleue, mais aussi des entreprises qui ont un lien direct avec l'océan. Que ce soit dans les ressources qu'ils puissent dans l'océan ou alors dans les impacts qu'ils ont, leurs effluents, leur pollution, etc. Et comment vous les recrutez, ces entreprises ? Comment elles savent que ça existe et comment elles vous rejoignent ? Alors, avant le 18 juin, ça va être les contacts qu'on va faire en direct. On a déjà 2-3 entreprises qui sont très intéressées pour y participer. C'est par le bouche à oreille. Alors forcément, ici, il y a une assemblée d'un certain nombre de personnes. C'est intéressant d'en parler et de se dire si une entreprise a un impact particulier ou un intérêt sur les ressources particulières de l'océan, c'est du bouche à oreille. Et puis, on vient dans des conférences très intéressantes avec des gens passionnants pour en parler, comme aujourd'hui. Donc merci de m'avoir donné cette opportunité. Vous voyez quelque chose à ajouter ? Vous avez tout dit ? C'est bon ? Écoutez, moi il y avait une présentation, mais je pense que peut-être vous pourrez l'envoyer aux gens que ça intéresse. Alors peut-être, non, mais c'est pas grave. Passer maintenant. On a tout dit, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a bien fait de venir, non ? Hein ? C'est drôlement bien, hein ? Vous voulez ajouter quelque chose ? Merci. Je ne sais pas si j'ai remplacé habilement la personne de Jakarta, mais... On lui dira ? Oui, merci. Donc, si je comprends bien, donc c'est un petit peu sur la base du volontariat que ces entreprises s'adressent à vous. Et quand j'entends dire qu'ils sortent de là en ayant une claque, donc c'est ils viennent, c'est qu'ils sont certainement intéressés, sensibilisés au départ. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire et en solution, comment faire pour rendre ça finalement obligatoire ? Parce qu'a priori, vous avez une approche qui arrive qui est persuasive, et donc peut-être qu'il y aurait ceux qui ne font pas ce premier effort de les obliger quelque part. Ouais, c'est une bonne intervention. Même question, excusez-moi. Est-ce que vous faites de la promotion par les producteurs d'emballage ? Parce qu'il me semble que tout ce qui a été dit justement jusqu'aujourd'hui, c'était que les emballages à usage unique sont terribles. Quand on va chez le supermarché, on achète des fraises, tous ces emballages sont la première des causes. Il vient d'être dit par toutes les panels ici. Est-ce qu'on pourrait faire une promotion autour de ces personnes, en fait, de ces entreprises, et aussi, ce qu'il disait le docteur à Monaco, faire une promotion pour l'effet de connaître la formation de ce plastique,
pour pouvoir relier toutes les... Alors pour répondre à la première intervention, je dirais que le rendre obligatoire, c'est pas du tout notre rôle. Non, mais j'ai bien compris. Nous, on en rêverait, mais nous, on est une association d'intérêt général. On est dans la grande frugalité nous-mêmes sur nos modes de fonctionnement. On essaye vraiment on fait des parcours qui concernent à peu près une 60aine d'entreprises. Un parcours, c'est une 60aine d'entreprises, sauf le premier, c'était 150. Là, on vise 60 à 80, peut-être 100 si on est très très bon sur l'océan, parce que ça sera national. Les dirigeants qui viennent pour plein de raisons. La plupart du temps sont bonnes. Elles sont bonnes, ces raisons. Ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et les meilleurs de nos ambassadeurs, c'est ceux qui ont déjà vécu un parcours, qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu, de comment... Alors, ce n'est pas une claque qui dure 12 jours, elle dure que les 2 premiers jours. Et tout de suite, on les amène vers les solutions. On est sur la théorie du U. On les amène à prendre conscience petit à petit, à la fois du côté dramatique de la situation, et en même temps, on leur donne des solutions pour pas qu'ils restent dans un malaise qui est quand même important. Et en fait, certains viennent pour de très bonnes raisons, d'autres pour de moins bonnes raisons, en se disant bah, super, je vais faire de la com, je vais trouver des clients, je vais me faire du réseau. Et très vite, ils comprennent pourquoi ils sont là. Et ils viennent parfois en se disant bon, 12 jours c'est long, je vais venir à la première, puis après je me ferai représenter. Et après, une fois qu'ils ont vécu la première session, la plupart du temps, ils sacralisent les jours dans leur agenda et il ne manque plus aucune journée. S'ils ratent la première session, après ils viennent un peu en dilettante parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du sujet. Donc pour nous, le cœur, c'est de faire venir des gens qui ont envie, qui ont besoin de venir. Si c'est trop compliqué, qu'ils n'ont pas le temps, et jamais un dirigeant n'a le temps, enfin... Merci d'être là Sébastien, mais on sait ce que c'est que la vie d'un dirigeant aujourd'hui, et pas que d'un dirigeant d'ailleurs, trouver du temps, dégager du temps pour des choses qui peuvent sembler annexes. Et nous, si on n'a pas le plus haut dirigeant possible, on préfère ne pas prendre une belle entreprise qui veut nous dire je vais faire venir mon directeur RSE. Celui qui pilote l'entreprise, c'est le dirigeant, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui peut décider de transformer son outil de travail finalement. Et embarquer ses collaborateurs, ses parties prenantes. Donc nous, on essaye vraiment de les convaincre. Et les meilleurs ambassadeurs, encore une fois, ce sont les autres dirigeants. Sophie Robert-Velu, quand elle passe à la télé, à la radio, elle est très demandée parce que cette histoire de 20% de chiffre d'affaires quand on coupe les lingettes, ça marque les esprits. Et on la cite souvent parce que tout le monde a compris ce que c'était finalement 20% de son chiffre d'affaires, c'est énorme. Et voilà, là, on n'a pas besoin de venir convaincre ceux qui n'ont pas envie. Viendront ceux qui en ressentent le besoin. Et pour répondre à la deuxième question, les producteurs d'emballage, je pense qu'on essaye de leur expliquer qu'en fait, on les attire par le climat parce que c'était la Convention citoyenne pour le climat, on a récupéré ça. Et en fait, on leur explique que tout est systémique. Les 9 limites planétaires, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Si on traite que le climat, on va bousiller la biodiversité, on va créer des pollutions, et on n'aura rien résolu à la fin. Et je pense que, y compris dans les problèmes, c'est systémique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est quand Mustela dit je ne fais plus de livraison en avion de mes produits, j'arrête. Voilà, on prendra plus de temps, mais voilà, ça doit venir aussi des prescripteurs. Les prescripteurs, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, plus de 1100 entreprises suivent ou ont suivi un parcours. Peut-être 1500 d'ici la fin de l'année. La raison d'être de la Convention des entreprises pour le climat, c'est rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative. Et ça s'appuie sur une théorie qui veut qu'à partir du moment où il y a à peu près 10% d'une population, d'un groupe donné, qui change ses habitudes, elle va arriver à convaincre et à entraîner les 90% restants. Notre enjeu, il est en effet d'avoir un maximum de dirigeants qui soient passés par là. C'est pas simple. Je vais vous prendre, si j'ai 2 secondes, une dernière anecdote. Dans le premier parcours, il y avait le dirigeant de Caterpillar France. Tout le monde voit la beauté de cette entreprise, ce fleuron de l'industrie, qui fait des machines énormes pour creuser, défricher, couper. Et le dirigeant de Caterpillar a donc eu, non pas une claque, mais un uppercut quand il a fait la première session. On leur demande de rédiger une lettre à un enfant du futur. Et il a pris sa fille, il a fait une lettre à sa fille, quand il a pris conscience de ce à quoi il avait contribué pendant 30 ans de direction à Caterpillar, à divers postes. Et il a été tellement retourné qu'il a pris une conscience énorme du problème. Et quand on est directeur général de Caterpillar France, on sait qu'on ne va pas transformer Caterpillar France, à moins d'arrêter Caterpillar France, on ne peut rien faire. Et donc, il s'est mis en disponibilité de Caterpillar. Et à la fin du parcours, donc en juin 2022,
il s'est mis bénévole, il est devenu bénévole pour l'association CEC. Et il est vraiment, c'est grâce à lui que le parcours Océan va pouvoir avoir lieu, parce qu'il a été une cheville ouvrière de ce montage. Et donc voilà, il y a des belles histoires aussi comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand l'écosystème ne permet pas la bascule, elle n'a pas lieu et c'est pas grave. Et donc maintenant, il fait autre chose, mais on ne peut pas forcer les gens à pas faire ce qu'ils veulent. Donc c'est le pari et le parti pris de la CEC, c'est vraiment d'encourager les dirigeants à venir de leur propre chef, et parce qu'ils ont compris, qu'ils sont libres, ils sauront qu'ils ne sont pas jugés, et même s'ils ne sont pas bons, quelque part, pardon, c'est un jugement de valeur, mais même s'ils terminent le parcours en n'étant pas des Sophie Robervelu, Mustela, ça sera toujours bien mieux que ce qu'ils faisaient avant. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de parcours qui ne soit pas gagnant pour les entreprises. Merci beaucoup. Merci. Si vous permettez, Florent. Oh, pardon. Juste une dernière question pour Florent. Le secteur santé, les établissements hospitaliers et le secteur santé sont un gros émetteur de gaz à effet de serre et un gros consommateur de matières plastiques. Donc, quelque part, avec des effets, on a vu que ça a entraîné des effets sur la santé, directs et indirects. Est-ce que vous intervenez sur les entreprises de ces secteurs et auprès des établissements hospitaliers? Alors, en effet, quand on fait un parcours territorial, on mixe finalement tous les types de secteurs, c'est très varié. Contrairement à une thématique, par exemple, on est en train de lancer une CEC sur agroalimentaire et agriculture. Là, en l'occurrence, par exemple, je peux parler de celle qui s'est lancée très récemment en Provence-Méditerranée. 60 entreprises de PACA, un peu d'Occitanie et de Corse. Malheureusement, pas de Monaco, c'est pas faute d'avoir essayé. On a un peu d'entreprises monégasques. Oui, mais c'est pas eux, c'est plutôt les entreprises qu'on ciblait. Et il y a par exemple la l'APHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui est là parce qu'ils ont trouvé ça normal. Ils avaient fait déjà des réflexions, ils avaient poussé pas mal le curseur. On a eu la clinique Saint-Antoine. Enfin, on a quelques acteurs du médical au sens large. Mais on n'a pas encore créé un parcours spécifiquement pour le médical. Ceci dit, j'entends la main tendue et avec plaisir pour réfléchir. Merci.